Bernard Fialaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, Messieurs, les représentants des musées. Donc, moi, je voudrais simplement prolonger peut-être quelques questions, puisque beaucoup de choses ont été déjà abordées aussi bien dans votre exposé que dans les questions. Pour revenir peut-être en amont des restitutions, je voulais savoir si les recherches de provenance, si vous avez des dispositifs ou des services même qui spontanément travaillent dans ce domaine, ou si c'est toujours fait en réponse à des sollicitations extérieures. Pour les réserves et la diffusion au niveau hexagonal, j'ai entendu parler, vous nous avez présenté le Louvre hexagonal, le Louvre près de chez soi. On sait quelle est la problématique souvent du stockage, de la conservation des réserves, aussi bien en volume pour des raisons physiques. Je voulais savoir si la diffusion comme ça des œuvres, pareil, de la même façon, relève de véritables services qui vont à la recherche de lieux où ils pourraient être mis en valeur, ou si c'est toujours aussi des réponses de sollicitation des musées hexagonaux ou des lieux d'ailleurs d'exposition hexagonaux. Et puis, dernière question aussi pour prolonger celle de Jacques Grosperrin. Comment vous envisagez, est-ce qu'on a déjà des réflexions sur le musée de demain? Alors, on a parlé de l'intelligence artificielle, des hologrammes, la façon aussi de mettre en valeur des détails dans certaines œuvres qui peuvent être faites avec des techniques. J'ai vu une fois une exposition chez Google de la coupole de la Comédie Française, où d'ailleurs un petit-fils de Chagall savait qu'il était représenté. Il a pu découvrir l'endroit où il était uniquement grâce à ces techniques. Donc voilà comment l'intervention de ces nouvelles technologies va modifier un peu la relation avec les musées. Moi, je voudrais simplement prolonger peut-être quelques questions, puisque beaucoup de choses ont été déjà abordées aussi bien dans votre exposé que dans les questions. Pour revenir peut-être en amont des restitutions, je voulais savoir si les recherches de provenance, si vous avez des dispositifs ou des services même qui spontanément travaillent dans ce domaine, ou si c'est toujours fait en réponse à des sollicitations extérieures. Pour les réserves et la diffusion au niveau hexagonal, j'ai entendu parler, vous nous avez présenté le Louvre hexagonal, le Louvre près de chez soi. On sait quelle est la problématique souvent du stockage, de la conservation des réserves, aussi bien en volume pour des raisons physiques. Je voulais savoir si la diffusion comme ça des œuvres, pareil, de la même façon, relève de véritables services qui vont à la recherche de lieux où ils pourraient être mis en valeur, ou si c'est toujours aussi des réponses de sollicitation des musées hexagonaux ou des lieux d'ailleurs d'exposition hexagonaux. Et puis, dernière question aussi pour prolonger celle de Jacques Grosperrin. Comment vous envisagez, est-ce qu'on a déjà des réflexions sur le musée de demain? Alors, on a parlé de l'intelligence artificielle, des hologrammes, la façon aussi de mettre en valeur des détails dans certaines œuvres qui peuvent être faites avec des techniques. J'ai vu une fois une exposition chez Google de la coupole de la Comédie Française, où d'ailleurs un petit-fils de Chagall savait qu'il était représenté. Il a pu découvrir l'endroit où il était uniquement grâce à ces techniques. Donc voilà comment
l'intervention de ces nouvelles technologies va modifier un peu la relation avec les musées classiques. Collègues, sur la coopération en région où des questions ont été posées à nouveau, je complète mon propos de tout à l'heure en disant que nous au-delà des coopérations que j'ai évoquées, nous pouvons aller jusqu'à conférer le nom du Louvre dans des cas où la présence des collections du Louvre est particulièrement significative. C'est le cas du lancement du Louvre en Avignon. Je pense que c'est une opération absolument essentielle pour la commune et le département et tout le public qui a la chance de pouvoir venir voir l'ensemble des œuvres du Musée des Beaux-Arts d'Avignon. Dans les nouvelles ouvertures, je n'oublie pas Bayonne, le musée de Bayonne, qui va bientôt réouvrir et aussi avec une belle coopération avec le Louvre. Vous nous avez posé des questions sur la coopération internationale. Là, je n'égrenerai pas l'ensemble de nos coopérations, mais sur les plus significatives politiquement et en termes de préservation d'un patrimoine mondial, je parlerai d'une coopération très forte avec l'Irak sur le musée de Mossoul et sa reconstitution après les désastres causés par Daesh. Je parlerai aussi de notre coopération avec le Liban, qui est forte également. Pour le mécénat, les questions d'intelligence artificielle, nous n'avons pas le degré d'avancement d'un établissement tel que la Bibliothèque nationale de France. Nous coopérons avec eux et pour nous projeter dans l'avenir. Mais oui, nous voyons à quel point, tout en continuant à mettre en avant la fréquentation directe des œuvres, à quel point le numérique et l'intelligence artificielle pourront nous permettre des choses que ne permet pas le musée physiquement, mieux montrer les carrefours entre les civilisations et donc entre les collections, mieux montrer l'histoire du palais dans ses différentes strates historiques, ou bien mieux montrer le contexte de nos objets, le contexte local de nos objets archéologiques. Voilà. En ce qui concerne les territoires, on évoquait les différentes actions que nous avons. Elles sont d'abord par des dépôts d'objets. Alors, on n'en a malheureusement pas encore 35 000 comme le musée du Louvre, mais nous avons quand même un certain nombre, en particulier dans les dom-toms, en Outre-mer. Nous en avons en Nouvelle-Calédonie, nous en avons aux Antilles, et nous sommes évidemment tout prêts à poursuivre cet effort. Nous avons aussi des expositions qui tournent dans ces territoires. Une exposition l'année dernière en Nouvelle-Calédonie, une exposition cette année à la fin de l'année à la Martinique. Et nous avons évidemment, vous pensez bien, j'ai une sensibilité particulière pour les musées d'outre-mer dans cette question. Et enfin, je voudrais souligner que la particularité du musée et de ses collections fait que nous avons un rôle assez important d'experts et d'animateurs du réseau français des musées qui possèdent des collections extra-européennes. Le musée du Quai Branly est le 12e grand département patrimonial et chaque année, nous réunissons l'ensemble de nos collègues pendant une journée et demie qui nous permet de faire le tour de nos questions et qui permettent aussi de les aider, de les conforter dans leur désir de redonner de la lumière à ces collections qui parfois sont dans les réserves, ne sont pas suffisamment mises en avant par une forme quelquefois de difficulté à affronter des collections, des questionnements qui pourraient se révéler. Donc on fait un travail vraiment d'accompagnement dans ce domaine. On est tout à fait heureux de pouvoir le poursuivre. Sur les questions... Sur la recherche en provenance, puisque vous avez été plusieurs à nous interroger sur le sujet, c'est un axe très important de recherche au sein du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie. Nous avons une chargée de recherche en provenance parmi nos équipes, qui examine les 276 MNR que nous avons en garde, le temps que nous retrouvions les propriétaires. C'est une recherche, comme l'a dit le président Casarero, à chaque fois que nous faisons une acquisition, il y a une recherche en provenance, donc il y a bien des recherches proactives de notre part. Et puis, nous avons mis en place, avec cette chargée de mission, en fait, un plan quadriennal
pour passer en revue nos 276 MNR sur 4 ans et vraiment approfondir la recherche sur chacune de ces œuvres pour voilà, tirer les fils et essayer de remonter aux propriétaires. Nous ferons une exposition d'une salle MNR à la fin de l'année 2025. Donc ça sera probablement une vingtaine, une trentaine d'œuvres, mais ça permettra de remettre voilà, en visibilité ce dispositif et d'attirer l'attention des publics sur les MNR. Nous allons développer aussi les cartels d'œuvres pour que systématiquement, quand nous prêtons une œuvre MNR, elle soit signalée comme telle dans les expositions. Donc voilà, il y a une vraie prise en compte et une vraie démarche autour des MNR au sein du musée, très structurée et à laquelle nous tenons beaucoup. Sur la stratégie territoriale, puisque vous me permettez d'en redire un mot un peu plus long, cette stratégie, elle est complètement partagée avec les DRAC. Elle a été présentée à l'ensemble des DRAC qui peuvent la relayer auprès des musées en région. Il ne se passe pas une semaine sans que nous n'ayons une réunion avec un musée en région, donc elle est vraiment co-construite. Un seul exemple pour 2025, Aix-en-Provence va présenter au musée Granet une magnifique exposition Cézanne, qui d'ailleurs est coproduite avec la RMN. Cette exposition se fait avec le soutien très fort du musée d'Orsay qui prête tous les Cézannes qu'il peut prêter en lien avec le propos de l'exposition. Et donc voilà, c'est une illustration d'un appui aux expositions en région de nos collègues. Donc nous avons une stratégie territoriale qui est vraiment assise sur une coopération très forte avec les musées. Nous avons des coopérations pluriannuelles avec 6 musées, dont le musée d'Ornans, donc 6 musées qui sont des grandes figures du XIXe siècle, et nous aspirons à augmenter ce nombre. Mais surtout, au-delà de ça, nous animons un réseau d'une trentaine de musées du XIXe siècle partout en France, avec lesquels nous avons des échanges, concrètement des journées d'échange au moins 2 fois par an, pour travailler à des problématiques de recherche commune, pour avoir du retour d'expérience sur l'accueil des visiteurs, sur la stratégie en matière de relations avec les adhérents, enfin vraiment que ça soit un moment d'échange et d'interaction sur toutes les dimensions qui font la vie d'un musée. Et donc voilà, là aussi nous essayons d'enrichir notre coopération avec tous ces établissements. Une troisième réponse rapide sur le numérique, parce que c'est vraiment quelque chose qu'Orsay investit très fortement. Vous avez peut-être eu l'occasion d'apprécier l'exposition virtuelle Paris 1874 à l'été dernier, qui a accueilli 80 000 visiteurs avec un taux de satisfaction de 98%. On a peine à y croire. Mais donc, c'est vraiment une proposition sur laquelle Orsay essaye de s'investir avec à la fois une exigence scientifique très forte, puisqu'il y a une implication des équipes pour s'assurer de la justesse du propos derrière l'expérience, mais aussi une expérience virtuelle qui permet d'avoir une autre approche de l'histoire de l'art, d'intéresser d'autres publics et puis de se diffuser aussi en dehors de nos murs, puisqu'on voit bien qu'on a tous quand même une problématique un peu de saturation de nos espaces, et le numérique c'est aussi ça, c'est se projeter et lorsque l'Orangerie est à 1,2 million de visiteurs et qu'on est probablement à un maximum, on a une expérience virtuelle autour des nymphéas, et cette expérience elle peut tourner partout dans le monde et nous permettre de donner à voir les nymphéas pour ceux qui ne peuvent pas aller les voir en physique. Donc là, en ce moment, on a par exemple un projet qui tourne en Corée avec un partenaire coréen pour une expérience très immersive. Corée du Sud. Aux craintes du sénateur Ouzoulias, c'est Corée du Sud. Corée du Sud, évidemment. Merci, Monsieur le Président. Et donc, qui tourne en Corée et qui propose une expérience immersive pour un petit condensé des chefs-d'œuvre d'Orsay et de la gare, puisqu'il y a aussi ce geste architectural très fort d'Orsay. On essaye de s'investir en matière d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un outil aussi pour nos métiers. C'est un outil pour inventorier les œuvres, pour les récoller peut-être. Enfin, il y a des vraies applications métiers derrière sur lesquelles on essaye de s'investir. C'est un outil de médiation là aussi, parce qu'on peut imaginer, comme le disait Kim, une autre façon de s'adresser à nos visiteurs et de leur proposer des parcours de visite par ce biais-là. Et puis
c'est un outil artistique. On a commencé à avoir une première proposition avec Agoria en matière d'intelligence artificielle, qui va d'ailleurs tourner aux États-Unis et sur lesquels on réfléchit pour de nouvelles propositions. Mais le champ est vaste et il est nécessaire de s'affirmer en la matière. Et ça me permet de faire... Dernier élément, sur le musée de demain, la question a été posée. Ce sur quoi nous, on a travaillé à travers la réouverture du Grand Palais, en vue de la réouverture du Grand Palais, c'est l'expérience visiteur. Le musée de demain et une institution muséale comme la RMN, le Grand Palais, clairement, l'accent doit être mis sur l'expérience visiteur de A à Z, avant même sa visite, via le site internet, via la billetterie en ligne, jusqu'au lien que l'on a avec ces visiteurs-là après leur visite. Et c'est comment, effectivement, on a un parcours sans couture, on a un parcours clé en main, et tout est fait pour que le visiteur se sente bien, et c'est aussi pour ça qu'il reviendra. Donc, pour nous, le musée de demain, clairement, doit tourner autour du visiteur, autour de l'expérience de visite. Et dans l'expérience de visite, c'est aussi la restauration, c'est aussi les cartels, il en a été question tout à l'heure. Tout doit être repensé pour que le visiteur se sente à l'aise, se sente accueilli. Et quel que soit le visiteur, que ce soit un public étranger cultivé, que ce soit un public non habitué à fréquenter les musées, nos institutions, et parce que nous sommes des institutions publiques, doivent être en capacité de s'adresser au plus grand nombre.